Donc merci, et là on va passer de l'autre côté du post-humain, c'est-à-dire comment on est devenu humain. Alors, vous allez voir justement toutes les problématiques qui ont été évoquées par Jean-Michel à l'instant sont extraordinairement anti-évolutionnistes, en tout cas non évolutionnistes, puisqu'il s'agit en définitive d'une sorte d'idée qui est fondée sur un précepte: l'homme est une sorte de l'aboutissement de l'évolution, et pour dépasser cette évolution, le seul recours, ce n'est plus le biologique, comme ça vient d'être dit, c'est donc les machines, et curieusement ces automatismes qu'on aurait d'ailleurs attribués aux animaux, et justement on sait aujourd'hui, ils n'en ont plus. Et je vais évoquer donc de l'hominisation à l'anthropocène. Moi, ce qui me fascine, c'est tout de même cette incapacité que peuvent avoir nos sociétés à comprendre d'une part les théories de l'évolution, et deuxièmement les enjeux actuels qui mettent en danger la survie de notre espèce, sachant qu'aujourd'hui un troisième acteur très important de l'évolution intervient, c'est-à-dire l'homme. D'où cette interrogation, qui est tirée d'ailleurs d'un colloque qui était avec mes amis du Muséum national de l'histoire naturelle, mais je ne sais pas si tu y étais d'ailleurs, qui s'intitulait donc L'homme peut-il s'adapter à lui-même. Et nous allons aborder donc des phénomènes de coévolution, et comment se fait-il qu'on a du mal à comprendre cela, et pourquoi Darwin ne passe pas. Alors on vous a appris l'évolution de la ligne humaine, d'ailleurs l'évolution de l'homme, avec un principe qu'on appelle l'hominisation, comme si l'évolution était une sorte de processus finalisé, téléologique, c'est-à-dire qui aboutit vers une fin indépassable de l'homme. Donc il est très clair qu'à partir de ce moment-là, vous faites le relais avec ce que vient de dire Jean-Michel, puisque on admet que l'évolution a bien eu lieu, mais que son achèvement le plus parfait est l'homme, et donc la biologie, d'une certaine manière, et l'évolution sont arrivés à leur chef-d'œuvre. Comment le dépasser? Il n'y a que l'homme qui peut prendre le relais de cette manière prométhéenne ou démiurgique, comme on l'a évoqué. Ben, je vais vous raconter une autre histoire, celle vraiment que nous avons mis en évidence depuis une quarantaine d'années dans le monde de la paléo-anthropologie, donc paléo-ancien, anthropos, l'homme, logos, la connaissance. Là, vous avez donc les premiers représentants des singes dits modernes, qui représentent environ une centaine d'espèces, dont l'homme. Et il y a 20 millions d'années en Afrique, le groupe représenté aujourd'hui par l'homme, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans, eh bien, dominait dans les forêts d'Afrique. Nous occupions toutes les niches écologiques pour des singes dits hominoïdes, donc qui ressemblent plus à l'homme, de 2 kg à une centaine de kilogrammes, comme le proconsul, magnifique fossile, qui est sur la droite. Donc, nous sommes au Miocène, 20 millions d'années, nous sommes les seigneurs des forêts tropicales. Ça va tellement bien d'ailleurs que une mer qui faisait la séparation entre l'Eurasie et l'Afrique, qu'on appelait la Thétis, est fragmentée, c'est l'émergence du Proche-Orient, et de là, il y aura des mouvements de faune entre l'Eurasie et l'Afrique. Et dans ce contexte-là, les grands singes se déploient comme jamais auparavant, donc nos ancêtres grands singes, et nous sommes vraiment sur la planète des singes, au sens de Pierre Boulle, qui l'ignorait bien dans cette nouvelle magnifique de 1963. Donc voilà, cette planète des grands singes, donc de notre famille, il y a là à peu près 12 millions d'années. Voici un petit tableau rapide de ceux qui étaient en Europe, et vous voyez qu'il y en avait qui marchaient debout. Or, déjà, nous avons appris que l'homme serait soi-disant le seul grand singe bipède. Or, donc il y a eu plusieurs lignées dans lesquelles les bipédies sont apparus, donc l'Oreopithèque est au milieu, je ne vous embête pas avec ce terme. Sur l'Asie, il y a eu aussi une très grande lignée avec des singes géants. Le Yéti existait, on l'appelait Gigantopithèque. En fait, c'était non pas un gros gorille comme ça, un peu abruti d'ailleurs là-dessus, mais c'était plutôt de gros orang-outans qui mangeaient tranquillement des bambous. Et là, il va se passer quelque chose qui est très peu connu. La Méditerranée est un bassin déficitaire, c'est-à-dire que la Méditerranée reçoit moins d'eau par les fleuves et les rivières que l'évaporation. De fait, c'est l'Atlantique qui compense. Donc, et à cette époque-là, l'Afrique bascule dans le sens des aiguilles d'une montre pour notre cartographie habituelle, et Gibraltar se ferme. Et à partir de là, il y a 6 millions d'années, la Méditerranée s'assèche. Et donc, les conséquences sur l'environnement sont considérables. Et là, toute la lignée, qui était très déployée d'ailleurs, des grands singes européens, disparaît. Pendant ce temps, en Asie, c'est le déploiement des autres singes, comme les macaques, qui vont être en concurrence avec nos cousins africains, nos cousins asiatiques, pardonnez-moi. Et les seuls survivants aujourd'hui sont les orang-outans, et pas pour longtemps, puisqu'ils sont sur l'ultime refuge à Sumatra et Bornéo.
La seule lignée qui va résister, c'est la nôtre en Afrique. Donc déjà, première chose, premier changement par rapport à la vision que nous avions d'une évolution dirigée vers nous, notre superfamille qu'on appelle les hominoïdes est inscrite dans un déclin généralisé, dans la compétition avec les autres singes, macaques, babouins, etc., que l'on croyait moins évolués que nous. Donc le schéma est complètement inversé. La seule lignée qui résistera, donc, c'est la nôtre en Afrique, et il s'est passé donc un changement de répartition relative de la biodiversité parmi le monde des singes actuel, c'est-à-dire que nous partons d'une centaine d'espèces connues, il n'en reste que 5, je rappelle, hommes, chimpanzés, bonobos, gorilles orang-outans, tandis que les ancêtres des macaques, babouins et autres, qui partent de 2 fossiles connus, sont une centaine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la planète des singes, mais les singes à queue. Et ça, Pierre Boulle ne l'avait pas vu. Comment nous en sommes sortis? Eh bien, là, c'était pas prévu ça. C'est en déployant des stratégies hautement qualitatives qui expliquent pourquoi aujourd'hui les hommes et tous les grands singes ont des cultures, font de la politique, etc. Parce que vous m'avez demandé de parler à la fois de mes 3 derniers livres en même temps en 35 minutes, donc je vais essayer de caser les choses sans que ce soit trop brouillon. La chose étant, évidemment, on a dit souvent l'homme descend du singe, et la devise, ça a été donc on ne s'occupe pas des singes. En définitive, entre Charles Darwin et moi-même, personne en tant qu'anthropologue s'est occupé des singes. C'est quand même assez hallucinant parce que nous étions, il y a l'homme machine et l'homme et l'animal. Et donc on considérait que on veut bien s'occuper des singes, mais comme un ancêtre qu'on ne veut pas voir trop près de nous. J'ai encore des collègues qui prétendent que notre lignée s'est séparée de celle des chimpanzés il y a 15 millions d'années. Cette proximité a toujours été refusée, et dans l'ignorance totale de ceux qui sont. Donc c'est cette devise extraordinaire qui est en fait de la reine Victoria, qui m'est attribuée à Lady Worcester, qui dit « L'homme descendrait du singe, pourvu que cela ne soit pas vrai, mais si cela devait être, prions pour que cela ne se sache pas. » Et l'autre, c'est de moi, plus modestement. Alors, où en est-on aujourd'hui? Vous savez, c'était extrêmement long de comprendre que toutes les espèces qui nous entourent sont tout aussi récentes et évoluées que nous. Toutes les espèces qui nous entourent, mesdames et messieurs, quelles qu'elles soient, ont comme nous 3 800 milliards d'années d'histoire. Tout simplement. Aucune espèce n'est restée en panne d'évolution. Quand les gens me demandent des fois, Monsieur Pic, pourquoi le singe n'a pas évolué? Bon, je dis bêtement comme ça, mais ricanement des babouins dans les savanes, sachant que les babouins ont justement pris la place des australopithèques et de Lucie. Donc vous voyez, ça n'a jamais arrêté. Et ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Ça ne fait que 30 ans que nous avons en fait un schéma cohérent qui nous permet de comprendre nos origines communes avec les grands singes. Et grâce à la génétique notamment, on a pu avoir des classifications très précises qui nous permettent de mieux comprendre ce que sont ces ressemblances et ce qu'elles signifient. Rapidement, ce qui m'intéresse, et là c'est plutôt la casquette qui se tourne vers l'anthropologie culturelle, bien que ce ne soit pas ma spécialité, je suis extraordinairement surpris de constater combien nos schémas de représentation du monde nous amènent à ne pas voir les mêmes faits. Continuons avec nos grands sages. Si vous êtes dans la conviction que le monde dans lequel nous sommes est un monde fixe, c'est-à-dire créé comme tel, ou qui est revenu au même point, c'est les révolutions du globe de Cuvier, ou les mondes cycliques de la Grèce classique, ou encore, par exemple, les avatars chez la culture hindoue. Donc l'idée que le monde est fixe, ou qui revient toujours au même point. Eh bien là, un chimpanzé serait à côté de moi, la ressemblance avec moi serait assez évidente, mais si vous inclut dans l'eau, rassurez-vous, mais vous diriez, comme disait Martin Luther, l'homme est à Dieu ce que le singe est au diable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation possible. Il y a ce dualisme homme-animal, l'homme à l'image de son créateur. Donc de toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Nous avons été éduqués dans l'idée d'une vision de progrès, de l'idée donc d'une évolution, et le terme d'évolution vient de là d'ailleurs, évolvérer, c'est-à-dire dérouler le programme. Et dans cette conception des choses, on accepte la proximité avec les chimpanzés, mais il donne une idée de l'ancêtre. Mais attendez, c'est complètement ridicule. Si je vous disais que ma sœur, qui est la personne la plus proche de moi dans la nature actuelle, représentait mon ancêtre, c'est complètement stupide. Eh bien, j'ai mis 15 ans à sortir ça des programmes scolaires. Les chimpanzés, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus proches de nous qu'ils donnent une image de l'ancêtre. Par contre, nous avons un ancêtre commun. Et ça, c'est ce qu'on a compris. Darwin l'avait déjà dit. On a mis un siècle. Parce que, évidemment, quand vous avez un chimpanzé, un gorille, un orang-outan côte à côte, il est évident qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils ont les jambes plus courtes, les bras plus longs, ils sont poilus, ils vivent dans les forêts. Certes, ils nous ressemblent, mais
il semblait qu'ils formaient un groupe plus homogène par leur morphologie. Mais les molécules, elles, n'ont pas de morphologie, elles n'ont pas de poils, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas d'écologie. Et lorsqu'on a commencé à comparer des systèmes génétiques, on s'est aperçu, comme dans nos histoires de parenté, que c'était justement des histoires de parenté. Et donc, à partir de là, nous savons que les chimpanzés sont nos frères d'évolution parce qu'ils sont plus proches de nous que des gorilles. Et bien, vous voyez, selon ces trois conceptions du monde, le monde n'a pas bougé, le monde est une vision de progrès linéaire, où le monde a changé et nous avons un ancêtre commun. Vous avez exactement la même relation de proximité, mais trois façons radicalement de le comprendre et pour nous d'agir. Alors là, je fais une incise par rapport à mon livre « Le paléanthropologue de l'entreprise ». Je me suis posé la question, notamment dans cette maison, on a commencé à travailler avec Centrale et l'UMM à l'époque, pardon, non pas l'UMP, l'UMM. Non mais, dès qu'il y a des fossiles, ça m'intéresse, voyez. Et de voir une fossilisation en cours, c'est quand même assez passionnant. Voilà. Donc, alors, ouais, je reprends ma branche comme les grands singes. Je vais faire un insiste sur le monde économique. Ce qui m'a frappé, c'est pour quelle raison, en France et en Allemagne, nous n'avons pas Google, Facebook, ces interrogations sur le biotechnologie. Tu as parlé de Lausanne, mais enfin c'est assez rare. Ce ne sont pas des grandes questions qui intéressent beaucoup l'Europe et son humanisme traditionnel. Tu me corriges si je dis cela. Je dis une bêtise. Et ça intéresse beaucoup le monde anglo-saxon. Donc il y a un creuset très profond d'une philosophie commune entre la France et l'Allemagne, et qui évidemment irrigue l'Europe. Il n'y a pas que, évidemment. Et j'ai regardé un petit peu quels étaient les grands profils économiques et les écologies entrepreneuriales de ces pays en fonction de leurs croyances profondes. Eh bien, il ressort des corrélations très puissantes. Les pays dont les ressources sont fondées essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. L'Amérique de W. Bush. Les gaz de schiste de l'Alberta, sachant que le gouvernement canadien de M. Harper vient de sortir des accords de Kyoto. Le wahhabisme de l'Arabie saoudite. L'orthodoxie qui arrive très fortement et qui s'affirme en Russie, et le ex-gouvernement australien. Leur justification pseudo-morale est de se dire que toutes ces richesses ont été mises sur la terre par quelqu'un, pas besoin de le citer, et qu'il est tout à fait légitime de l'exploiter. Or, vous constatez que ces gouvernements-là, ou ces pays, contestent les théories de l'évolution, c'est-à-dire le changement dans le passé, mais contestent les apports de Kyoto, contestent le réchauffement climatique, et contestent évidemment la préservation de la biodiversité pour les générations futures. Donc c'est quand même assez intéressant de voir cette corrélation. Nous, en Europe occidentale, nous avons été nourris à l'idée de progrès, et là nous allons retrouver des personnes que je commence à appeler les grands chamans, parce qu'ils commencent à m'énerver un peu. C'est pas parce que j'aime pas les chamans, mais ils jouent les grands chamans, c'est-à-dire M. Luc Ferry et Claude Allègre, que je connais personnellement, et nous avons des relations amicales. Justement, quel est le succès de M. Claude Allègre contre le réchauffement climatique? Alors que je vous assure, ça va plus vite qu'on ne le pensait, et que, surtout, les modèles les pires qu'imaginaient les 2500 scientifiques du GIEC sont déjà dépassés. Et là, vous êtes dans ce que Claude Lévi-Strauss appelait la pensée sauvage. On retrouve le mythe. Le mythe, c'est quoi? C'est un récit qui n'a pas une vocation scientifique, sauf chez les créationnistes, mais ça ne l'est pas. Mais c'est un récit qui vous met en cohérence avec le monde, c'est-à-dire avec vos mythes et vos valeurs partagées. Le mythe n'est pas un récit scientifique, mais c'est ce qui permet d'installer une rationalité dans le rapport aux autres. Ça, Claude Lévi-Strauss a très bien développé. Et nous avons tous des mythes dans toutes les cultures. Et dans cette affaire-là, que nous disent-ils? Non, non, rassurez-vous, l'homme n'est pas responsable. Parce que nous sommes, surtout dans la tradition cartésienne qui est chez nous, dans un rapport hostile à la nature. Ça, c'est quand même assez fascinant. Et dans cette conception-là, si on fait quelque chose de mal, c'est à cause de la nature. Et si la nature répond, c'est qu'elle est mauvaise. Alors que la nature est amorale, elle s'en fiche complètement de nous. On en fait partie, point barre. La nature n'a pas de pensée, n'a pas de conscience. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est en effet cette idée que l'homme est toujours dans un rapport hostile à la nature, et c'est lui qui doit se battre pour s'en sortir. Et de citer Francis Bacon, par exemple, mais incomplètement. Francis Bacon qui disait, un peu comme Descartes d'ailleurs, son contemporain, qui disait « L'homme doit commander la nature, mais on oublie la suite en lui obéissant ». Fait quand même une sacrée différence. Parce que nous, on a tendance à vouloir la soumettre. Et dans cette conception du monde, on retrouvera le développement durable qu'on appelle soft. L'idée que nous entamons les ressources naturelles, mais grâce au progrès technique, nous léguerons moins de ressources aux générations futures, mais cependant des techniques et des efficacités qui permettront de mieux gérer cela.
Et puis que vous le voyez ou non, on est dans un monde qui change avec les théories de l'évolution. Et il y a 3 facteurs qui concernent le changement qu'il y a dans la nature. C'est d'abord les catastrophes naturelles, ou ce qu'on appelle les catastrophes, parce qu'évidemment ça nous tombe dessus. Donc, et ça, le rôle des physiciens, c'est de comprendre la trajectoire des météorites, la tectonique des plaques, le volcanisme, etc. Et le débat n'est pas récent, c'est le débat entre Rousseau et Voltaire à propos du tremblement de terre de Lisbonne. Le débat est posé depuis longtemps. Et la deuxième facteur de l'évolution, c'est ce qu'on appelle la reine rouge. C'est un très beau modèle qui vient de Loïc Van Valen, mais inspiré dans les années 70 d'Alice au pays des merveilles, enfin la deuxième nouvelle, Alice au-delà du miroir. Et là, la reine de cœur, The Red Queen, court et Alice est avec elle et elle n'avance pas. Alors Alice s'étonne et la reine de cœur lui dit: comment c'est dans votre pays? Ben écoutez, je marche, je cours, je me déplace par rapport aux rochers, au paysage. Et la reine de cœur lui dit: ici, dans ce pays, il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Ce qu'on a encore du mal à comprendre, parce qu'on a été nourri à cette vision téléologique, donc finalisée de l'hominisation, on a cru qu'on était sorti de la nature. Ou que la médecine, d'ailleurs, est encore sur ce schéma-là. La médecine, c'est combattre la nature et ses agents pathogènes. Et de ce fait, c'est cette conception qui nous amène à ne pas comprendre que nous co-évoluons. Le terme, c'est pas l'évolution. C'est la coévolution. Nous sommes toujours dans un système d'interdépendance extrêmement complexe avec tous les organismes vivants qui nous entourent. Et de ne pas comprendre cela, ça nous donne les maladies nosocomiales. C'est ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. À vouloir éliminer des maladies qui avaient coévolué avec nous, sous prétexte que ça nous rend souvent malades, bien sûr, mais des fois pas méchamment, eh bien on a libéré des niches écologiques pour des bactéries avec lesquelles nous n'avions pas coévolué. Ben voilà le genre d'erreur que l'on commet. Et là, je suis en train de vous dire 2 choses en termes de coévolution. Nous avons encore du mal à comprendre la coévolution et des organismes vivants autour de nous. Et puis une autre coévolution dont je vais vous parler rapidement, c'est celle justement des effets rétroactifs sur nous les hommes de nos innovations techniques et culturelles. Et vous ne pouvez pas imaginer, on commence à bien le comprendre, comment par exemple il y a 10 000 ans, le choix alimentaire que faisaient nos premiers agriculteurs ont déterminé nos profils immunologiques d'aujourd'hui. La tolérance au lait, au lactose, le favisme, les allergies aujourd'hui sont des conséquences des activités humaines. Alors là, il n'est pas question de fustiger, il est question de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un 3e acteur puissant qui agit dans l'évolution, c'est nous-mêmes, et c'est nous-mêmes qui sommes confrontés à nos activités. Et ça, on a du mal à le comprendre, comme on le voit dans la polémique sur le réchauffement climatique. Comment s'est passée notre évolution? Nous avons un dernier ancêtre commun avec les chimpanzés, donc là, on va vraiment être dans les schémas actuels de la compréhension de l'évolution de la ligne humaine. Et, comme je vous disais, entre Charles Darwin et moi-même, bon, je ne suis pas un héros, mais ça m'a quand même surpris, parce que moi, je venais du monde de la physique, et on m'a dit l'homme descend du singe, et voilà, quand on me dit qu'il ne faut pas aller voir un truc, moi, je vais voir. Donc, je vais aller voir ces singes, et ça tombait bien dans les années 80, puisque les études apparaissent. Aujourd'hui, sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a plus une seule différence discrète entre l'homme et le chimpanzé. Nous avons le même patrimoine génétique, ils ont les mêmes comportements sociaux, ils ont des cultures, même capacité cognitive, ils chassent, ils sont omnivores, ils ont de l'empathie, de la sympathie, ils rient, ils pleurent, ils ont des rituels autour de la mort. Donc du coup, tout ce qu'on avait dit, en s'inspirant d'une expression du philosophe Martin Heidegger, qui d'ailleurs avait vu le piège en disant si on continue à parler de l'homme comme un animal qui a quelque chose en plus, nous les scientifiques, nous donner un plus, c'est comme un Rottweiler sur un os, on y va tout de suite. Hein. Donc, tous les critères sont tombés à un. Il aurait pu se faire que les chimpanzés ne soient pas comme cela, mais il se trouve qu'ils le sont. Là, c'est tout simplement. Et du coup, là, c'est le 2e livre que M. Grisy m'a demandé d'évoquer, c'est L'homme est-il un grand sage politique? Je me suis amusé avec l'arrivée de la présidentielle, de toucher évidemment à ce que considérait, notamment depuis Aristote, notamment dans la cité, ce qui était quand même une des activités les plus nobles de l'homme, c'est gérer la cité, donc la politique. Et effectivement, depuis 30 ans, notamment grâce à mon ami Franz de Waal, et des films que j'ai faits, des travaux que nous avons faits en commun, nous savons que les chimpanzés font aussi de la politique. Et la politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire, c'est pas une relation dominant-dominé, c'est la capacité à évaluer des pouvoirs, à monter des coalitions, à avoir de l'éthique, à faire des injustices aussi, de mentir, parce que quand il y a la politique, il y a du mensonge et du sexe, hein, c'est pareil chez eux. Hein. Donc voilà. Donc du coup, un des derniers bastions qui tenait, c'était ça. Alors on me dit, ah, il y a le langage. Effectivement,
Aristote disait l'homme est un animal politique et grâce au langage. Sauf que ce livre, et donc j'en parlerai pas beaucoup plus maintenant, c'est pas tout à fait le sujet de ce soir, mais c'est l'incise qu'on m'avait demandé, c'est qu'en définitive aujourd'hui, à partir du moment où on n'écoute plus les discours, où les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, où personne n'écoute les programmes, qu'est-ce qui reste? La politique du chimpanzé, on n'a plus besoin du langage. Et oui. Et la clé de la politique, ça va être l'épouillage. C'est-à-dire la capacité... Bah ouais, la capacité d'aller voir les gens. C'est ce qui s'est passé. Et c'est tellement redoutable, je vous conseille ce test pendant le week-end, vous regardez à nouveau le débat présidentiel. Au bout de 10 minutes, vous savez qui va gagner la présidentielle. C'est redoutable. C'est redoutable. Moi, je suggère aux politiques de se débarrasser des communicants et de prendre des éthologues, mais enfin bon. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a cru que le langage, qui a absorbé tous nos autres modes de communication, était justement le mode de communication. Non, le langage nous permet d'exprimer. Par exemple, je parle des chimpanzés, ils ne sont pas là, seul le langage peut le faire, hein, cet aspect référentiel. Mais néanmoins, l'essentiel de notre communication passe tout de même par un tas d'expressions, de mimiques qu'on avait oubliées et qui malheureusement ne sont pas trop souvent contrôlées. Donc ça, c'était pour la politique. Alors du coup... Qu'en est-il? Bon, les chimpanzés ont les mêmes systèmes sociaux que nous, même culture, 70 types d'outils, ils sont excellents chasseurs, ils partagent les notions d'éthique, ils savent également, ils ont des modèles par exemple d'innovation au sein du groupe que j'explique aux entreprises qui sont assez fascinants. Ils se font la guerre, alors ça c'est pas la bonne nouvelle, mais ils s'ébrouillent, ils savent se réconcilier. Hein. Dans les relations humaines, des fois on se fâche plus facilement qu'on se réconcilie. Ils font l'amour face à face, comme quoi, vous voyez, c'est quand même pas mal non plus. Même les chimpanzés, même les orang-outans. Vous voyez, tout ça rapidement, théorie de l'esprit. Comment se fait-il qu'on est passé aussi longtemps à côté de cela? Ben, c'est parce que nous étions enfermés dans cette conviction profonde, surtout dans la culture occidentale, sur le fait qu'il y avait l'homme et l'animal. Donc, alors qu'ils sont là, Darwin l'avait vu, d'autres l'avaient vu, mais nos représentations sont des filtres extraordinairement puissants qui nous empêchent de comprendre le monde qui est en train de changer. Et tout à l'heure, Jean-Michel parlait des robots. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 5 ou 6 ans. Je suis invité dans un salon de domotique. La domotique, vous savez, c'est les nouvelles technologies appliquées à la maison. Là, il y avait plein de jeunes ingénieurs et ils avaient vu un film sur les robots. Fascinés par les robots japonais. Et puis je regardais tous les thèmes du salon. C'était que des trucs du genre gadget, quoi. Je veux dire, on rentre, lumière psychédélique, la musique qui s'allume, enfin des trucs vraiment, voilà. Et j'ai dit, vous savez pourquoi les Japonais font des robots comme cela? Il dit, ouais, parce qu'ils sont de bons ingénieurs. Non, je dis, il y a plus que cela. D'une part, la population qui vieillit, mais les Japonais ne sont pas comme nous. Nous sommes dualistes. Il y a l'homme et l'animal, l'âme et le corps. Eux, ils sont animistes. Au contraire, l'ensemble du monde, c'est une âme qui ne diffère que par la contrainte de la forme. Parce que nous acceptons que notre corps, notre matérialité fasse partie de la nature, mais nous avons une âme ou un esprit, comme ça a été dit tout à l'heure, qui diffère. Ben pour les Japonais, il n'y a rien de surprenant à ce qu'une machine puisse avoir une âme, qu'elle puisse être humaine, ou qu'un animal puisse avoir une culture comme leur fameux macaque. Tandis que nous, à cause de nos ontologies fondamentales, nous avons tendance à penser l'inverse. Et c'est là que vous voyez, c'est quand même extrêmement puissant. Quand je dis ça, ça énerve tout le monde, notamment au CNRS. Rendez-vous compte que nos grandes politiques scientifiques sont basées sur nos ontologies fondamentales. Tout simplement. Le dualisme homme-animal, vous l'avez chez nous à travers les sciences, les philosophies et les théologies. Et les Japonais ont une vision, et d'ailleurs la meilleure école d'éthologie au monde, c'est l'école japonaise. Donc nous sommes des gens soi-disant rationnels, nous avons de grands programmes scientifiques, et la France est un des rares grands pays scientifiques qui n'a pas d'école d'éthologie, parce que nous avons encore la domination de cette puissante représentation ontologique du rapport à l'autre, qui est symétrique. Alors là, si vous vous intéressez d'aller plus loin, je vous conseille d'aller voir le livre de Philippe Descola du Collège de France, qui est vraiment un des grands livres déjà du début du XXIe siècle, qui s'appelle « Par-delà nature des cultures ». Moi, ce qui m'a frappé, justement, c'est ça. Et après tout, c'est bien de le savoir, mais notre pensée sauvage est tellement profonde, comme le disait Claude Lévi-Strauss, que même dans l'exercice de la rationalité la plus élaborée du monde de la philosophie, les constructions du monde les plus complexes des théologies ou des mythes, ou même de la science, avec ses méthodologies, son objectivisme apparent, c'est qu'en fait, nous sommes toujours profondément ancrés dans ces croyances profondes. Alors le tout, c'est pas nous condamner, le tout est de le savoir. Et vous savez que quand il y a des débats internationaux, et moi j'étais récemment au Québec pour parler des problèmes de droits de l'animal,
Et bien les gens ils étaient surpris parce que ça y est, maintenant on a compris pourquoi on ne se comprend pas. On emploie les mêmes termes, mais ils n'ont pas du tout le même sens dans nos cultures différentes. Ça, c'est une source d'incompréhension fondamentale. Et bien c'est ça qu'on retrouve face aux théories de l'évolution. Comment? On va laisser passer Stephen Jay Gould. Pour notre évolution, comment elle s'est passée? On va y revenir maintenant, et je ne vais pas être très long pour prendre le temps du débat. Et voilà un exemple de confusion sur les sciences. Dans les années 1980, Yves Coppens, donc mon ancien patron et ami, fait une magnifique synthèse de l'ensemble des connaissances disponibles en géologie, en paléontologie, c'est-à-dire à l'époque, Lucie notamment, tous les plus anciens fossiles que nous avions étaient à l'est de l'Afrique, donc des vallées du Rift, vous voyez ici. Par contre, nous n'avions aucun fossile de grands singes, et tous les grands singes actuels sont à l'ouest des vallées du Rift. La génétique rentre en force dans nos disciplines, et elle nous dit qu'on sépare vers ces 7 millions d'années. Et les géologues nous disent que les vallées du Rift se déforment vers ces 7 millions d'années. Là, on appelle ça chez nous la consilience, c'est-à-dire quand différentes disciplines indépendantes convergent vers le même modèle. Et puis on va développer des recherches. Des gens vont les fouiller à l'est. Et ça va être l'équipe de Brigitte Senu et Martin Pickford du Collège de France qui vont trouver Aurorine, fossile de 6 millions d'années du Tchad, qui confirme l'Isa Story. Et 2 ans plus tard, patatras, c'est Michel Brenet qui trouve donc Toumaï, qui est le fossile pour l'instant le plus représentatif certainement de l'origine de notre lignée en Afrique, mais lui, il est à 2500 km à l'ouest des vallées du Rift, et donc de l'Isa Story. Alors des gens me disent, mais Yves Coppens s'est trompé. Mais ils n'ont rien compris aux sciences. La science ne cherche pas la vérité. Nous, un modèle, ça sert d'abord à expliquer tout l'ensemble des données disponibles, et ensuite on va tout faire pour le démonter, ou pour le confirmer. Donc on a perdu un modèle, mais on a gagné 3 fossiles. Ça vaut le coup quand même. Et bien vous voyez, l'incompréhension, dès qu'on touche à l'homme, il y a toujours cette volonté d'une quête de vérité, d'une quête de certitude. Et donc Yves Coppens, grand bonhomme, il a dit ça, donc ça ne peut pas bouger. Alors je rappelle que c'est lui qui a financé les expéditions des 2 côtés. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à la science, pour ça je vous dis ça, parce que tous les enjeux actuels, on ne veut pas écouter les scientifiques sur le réchauffement climatique. Alors, depuis 30 ans, on a énormément progressé sur la connaissance de la lignée humaine, avec les australopithèques. Donc voilà Aurorine, voilà Toumaï, là c'est une revue à toute vitesse. Voilà encore un fossile qui a été annoncé il y a 2 ans, donc c'est Kadaba il y a 1 an et demi. Donc là, en fait, il est plus proche des chimpanzés, donc l'East Story devient la West Story, donc c'est assez amusant, mais on avance. Hein. Voilà, la science nous dit les choses, telles qu'elles avancent dans le progrès des connaissances. Et puis on a plein d'australopithèques, il y en a plein qui sont contemporains. Pourquoi vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça. Hein. C'est une revue non pas de détails, mais je vais vite. Là, c'est l'australopithèque du lac. Lui, il marchait très bien, mais il avait une face archaïque. Voici la célèbre Lucie, réalisée par une excellente amie, Elisabeth Denès. On voit ça dans toutes les revues maintenant. Et là, c'est des traces de pas de 3,6 millions d'années. Donc Lucie qui marchait moins bien, mais qui avait une face plus courte. Et puis voilà sa petite fille, il l'a découverte il y a 3 ans, ça va vite. Et puis un autre qui est au Tchad, lui, on ne sait pas comment il marchait, en tout cas pas comme cet abruti, parce qu'on est debout ou incliné, on n'est pas entre les deux. Hein. Et alors pourquoi ça? Ça, c'est extraordinaire quand même. Si je vous raconte la théorie de l'évolution de Jean-Baptiste de Lamarck, vous savez, c'est une parabole magnifique qui dit que les ancêtres des girafes avaient un cou plus court, mais la couronne des arbres devient plus haute, et donc les ancêtres des girafes, pas une sorte de bodybuilding inconscient, allongent leur cou. Ouais, là, vous riez. Ok, maintenant on vous passe à la télévision l'Odyssée de l'espèce, et le couillon qui se redresse dans la savane, ça c'est autre chose que d'allonger son cou, les enfants. Et pourquoi on l'absorbe? Parce que c'est les chaînes naturelles des espèces d'Aristote, parce que c'est un schéma fondamental dans nos ontologies du monde de la culture occidentale, et que cette chaîne naturelle des espèces, qui n'est pas une idiotie au passage, mais qui n'est plus valable aujourd'hui, c'est un mythe que nous partageons tous. Il n'y a pas d'ailleurs un magazine qui fasse pas une page avec toujours ce truc-là, avec le couillon qui se redresse au bord de la savane. Hein. Alors, la girafe qui allonge son cou, on voit bien qu'il y a une incohérence, mais le gars qui se relève, c'est l'homme qui émerge. Et d'un seul coup, nous perdons notre vigilance en termes de rationalité ou d'esprit critique. Nous sommes tous comme cela. Hein. C'est plus facile dans mon domaine, moi dans d'autres domaines, je ne l'ai pas. Donc ils ne sont jamais déplacés comme ça. D'ailleurs, Darwin l'avait dit. Encore un autre, Kenyanthropus, qui a un gros cerveau, une face courte. Encore ceux d'Afrique du Sud. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Rappelez-vous le contexte. Je vous ai dit que nous sommes, nous, la seule lignée de grands singes qui continue à se déployer en Afrique alors que les autres s'éteignent. Mais cette lignée africaine a un immense succès, et là, la moitié des fossiles que je vous ai présentés ont été découverts il y a moins de 3 ans. Donc nous sommes en train de découvrir
combien notre lignée africaine a été d'une extraordinaire biodiversité en marge des forêts et des savanes. Mais jamais loin des arbres, hein. Leur devise, ça a toujours été jamais loin de mon arbre. Hein. Donc, mais toujours des milieux arborés, plus ou moins ouverts, mais jamais la forêt tropicale, hein. C'est les forêts comme ceci. Donc voilà, il y avait 4 ou 5 espèces. Voilà celui qui était annoncé il y a 2 ans encore. Donc nous en sommes à 5 ou 6 espèces d'australopithèques contemporaines sur l'Afrique centrale, orientale et australe entre 4 et 3 millions d'années. Et puis là, il va y avoir des changements climatiques importants. Et une fois de plus, c'est Yves Coppens qui les avait mis en évidence. Et maintenant, on sait quels ont été les mécanismes qui amènent les glaciations. Alors, il n'y a pas de glace sur l'Afrique, mais ça fait des sécheresses. Et là, ça va bouleverser les climats. Et là, ce n'est pas l'homme qui apparaît, c'est les hommes. Nous avons plusieurs espèces contemporaines qui toutes utilisent l'outil de pierre taillée, toutes ont des cerveaux dissymétriques qui sont à la dextérité. Donc, longtemps, on avait cru que seul l'homme, c'est l'outil de pierre taillée. Et en plus, on sait maintenant, depuis 1 an et demi, que déjà, la pierre taillée, c'était du temps de Lucie. Donc, on leur a tout piqué aux australopithèques. Ouais. Donc tout ça, vous voyez, je ne suis pas en train de dépouiller l'homme, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe et que nous sommes qu'une variation sur un jeu des possibles qui est en train de se révéler devant nous dans ce buissonnement extraordinaire de la biodiversité de nos ancêtres. Alors voilà comment on procède, on regarde comment ces outils sont taillés, on sait que c'était par des droitiers, on a les cerveaux, on sait qu'ils ont des dissymétries, qu'ils étaient droitiers, donc voilà un exemple encore de consilience. Donc voilà ces premiers hommes qui étaient de magnifiques charognards, mais voilà, donc en tout cas ils se nourrissaient. Et le vrai homme apparaît dans ce contexte il y a 2 millions d'années en Afrique. Donc jusqu'à présent, il ne dépassait pas les 1,10 m, les 1,20 m. Et là, d'un seul coup, on va apparaître Homo ergaster, un homme de grande taille, qui, sous le crâne, est quasiment comme nous. Le crâne, c'est pas encore ça. Et voilà cet homme qui a de longues jambes comme nous, qui a un bassin étroit, qui a une physiologie de cohort des savanes. Et là, cet homme va être le premier grand singe à s'affranchir du monde des savanes. Nous avons le coureur des savanes et nous avons celui qui, le premier dans cette lignée africaine, va s'émanciper du monde des arbres. Et là, on sait depuis peu de temps, il va innover et d'emblée cet homme, et peut-être le propre de l'homme est là. Cette nécessité ontologique de se raconter par rapport au monde. Cette pierre taillée qu'on appelle un biface qui est là, c'est vraiment, j'ai poussé mes collègues préhistoriens à aller plus loin. La matière est magnifique, ça tient dans la main, il y a une forme d'érotisme par rapport à cette beauté, il y a une symétrie sublime. Parce que pourquoi j'ai mis à côté cette reconstitution de la pointe d'un épieu qu'on passe au bois? Cet objet-là, bien sûr, est efficace, mais vous avez autant d'efficacité avec un épieu qui était pointé, qui est passé dans le feu. Donc là, on le sait, il se déplaçait sur des dizaines de kilomètres pour aller chercher les matières premières, il ramenait que les plus belles, il les taillait. Donc déjà, vous avez de l'émotion, l'esthétique. Je crois que le propre de l'homme est là, c'est pas l'outil, c'est pas tous ces éléments qu'on avait cru nous distinguer comme on les a appris par rapport aux chimpanzés, qui eux aussi ont évolué, bien sûr, mais justement, de faire ces choses, mais de les inscrire dans des récits. Et à cette époque-là, même si les bases du langage sont plus anciennes, le langage se déploie. Et d'ailleurs, c'est un travail que j'avais fait avec des collègues. On s'aperçoit que la manière de mettre en place une chaîne opératoire pour construire et fabriquer ces outils, c'est la même construction cognitive pour le langage. Donc voilà encore un exemple de consilience, comment on arrive à reconstituer cela. Donc c'est ça qui va être l'homme. Donc, comme le disait un éthologue qui aurait dû voir le prix Nobel, il ne l'a pas eu avec von Fries, il y avait von Fritz, Konrad Lorenz, puis il m'en manque un toujours... un des 3. Von Fries, les abeilles, Konrad Lorenz, les oies, et l'autre, je ne sais plus comment s'appelle. Il y en a qui s'appelle von Eschul. Von Eschul disait, il était lyotonien, il disait, les animaux sont au monde et l'homme se construit des mondes. Donc les chimpanzés ne sont pas stupides, je vous l'assure, mais on commence à s'édifier et des représentations du monde extrêmement complexes. Cet homme va se déployer de l'Afrique sur l'Europe et l'Asie. Et ça aussi, c'est des données récentes, c'est les hommes de Manici en Géorgie, vous voyez là, 2 millions d'années à peu près. On ne sait pas trop ce qui se passe entre on va dire, 1,5 million d'années et 500 000 ans, mais on sait qu'ils sont partout. Je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il y a un seul tronc ou déjà plusieurs branches, hein, parce qu'on n'a pas assez de données. Et voilà le schéma sur lequel on travaille. Il faut imaginer que nous sortons d'Afrique, et nous sommes aussi encore en Afrique, bien évidemment, et que là, depuis Homo ergaster, que ce grand homme, le vrai homme, il va y avoir une branche asiatique qu'on appelle Homo erectus. Puis il y en a qui vont partir en bateau trop loin et donneront sur l'île de Flores des vrais Lilliputiens. Hein, c'est ce qu'on appelle le nanisme insulaire. Quand des grands mammifères arrivent sur une île, ils deviennent nains, et quand les petits deviennent grands. Donc vous avez des éléphants nains et des rats géants. Sympa, hein? Et nous,
nous avons un ancêtre commun qu'on appelle Homo heidelbergensis, nous partageons avec l'homme de Néandertal à gauche, qui est l'européen, et nous, les Homo sapiens, qui venons d'Afrique. Alors pourquoi j'ai mis un cœur, là c'est un peu stupide, mais c'est parce qu'on sait que dans cette salle, tous les noms africains ont 2 ou 4% d'ADN de Néandertal. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aimé aussi, et quand on se rencontre au Proche-Orient, ben, on se tape dessus, ça c'est les hommes et les femmes, mais aussi on s'aime, ça c'est aussi les hommes et les femmes, et il y a eu des mélanges. On va me dire, alors, est-ce que c'est une autre espèce? Non, attendez, au début, quand ils se séparent, il y a des transferts d'ADN qui se font, mais plus le temps avance, évidemment, moins il y a de transferts possibles. Donc on a gardé les souvenirs de croisements fort anciens, d'avant 100 000 ans ou 200 000 ans, d'après les données actuelles. Et que s'est-il passé? Néandertal est un homme tout aussi intelligent que nous. Il a même un cerveau plus gros. Il a vécu et il s'est adapté pendant 400 000 ans en Afrique, en Europe, pardonnez-moi, et en Asie. Il a des parures, il enterre ses morts, il est le premier architecte. Donc, rien ne le distingue de nous. Néandertal a des techniques d'invention d'outils absolument extraordinaires, qui sont comparables, par exemple, à ce qu'on fait pour les moulages et la fonderie aujourd'hui, en termes de processus, de procédés. Puis nous, on arrive, les hommes de Cro-Magnon, avec eux, on vient d'Afrique, et on va vivre avec eux, en fait, pendant 10 000 ans. Donc il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait sur la Terre, en Europe et en Asie occidentale, les hommes de Néandertal, bien ancrés depuis 400 000 ans, très intelligents, beaucoup de culture. Nous, on vient d'Afrique, et une partie du Proche-Orient, comme Néandertal d'ailleurs, mais plus au sud. Au centre de l'Asie, nous avons les hommes de Denisova, qu'on a découvert sur une phalange avec de l'ADN, mais on ne sait pas comment ils étaient. Ça, c'est une découverte très récente. Et puis les hommes de Flores et ceux de Java qu'on appelle de Solo. Donc il faut imaginer une Terre sur laquelle il y avait 4 ou 5 espèces d'hommes. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ben, c'est parce qu'il y a 40 000 ans, donc c'était hier, il y avait sur cette Terre plusieurs espèces d'hommes, c'est-à-dire biologiquement différentes, mais, j'insiste, tout aussi humaines. Puisqu'elles échangeaient des outils, elles échangeaient des parures. Donc ça nous trouble, parce que dans notre culture, moi j'étais avec Bernard van der Merch, mon premier patron avant Coppens, qui travaillait sur ce fait qui émergeait à l'époque, qu'au Proche-Orient, il y avait des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes de Cro-Magnon, et dans la même culture. Alors que quand on est en Europe, Cro-Magnon est plus récent que Néandertal. Mais au Proche-Orient, ils étaient contemporains. Et là, ça a commencé à émerger. On s'est dit, mais attendez, il y a 2 hommes qui enterrent leurs morts, alors que nous sommes issus d'une culture qui nous dit qu'il y a un seul homme face à son créateur. Et vous savez ce qu'on a fait? On a fait des hommes de Néandertal une sous-espèce de la nôtre. Une variation. Plutôt que d'accepter, à cause de nos croyances fondamentales, qu'il y a pu y avoir 2 hommes aussi intelligents qui aient été contemporains et d'une même humanité. Ben ça, aujourd'hui, on a encore du mal. Voilà ces innovations de l'époque qui sont extraordinaires, ça j'en parle dans le milieu de l'industrie des technologies. Et pourquoi Néandertal a disparu? Alors c'est une bêtise à moi, parce que je vous ai dit que nous avons 2 à 4% d'ADN de Néandertal, et je dis bêtement que Sébastien Chabal en a 15, mais c'est sûr. Ça c'est pour détendre un peu. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Imaginez que nous sommes à l'époque de la grotte Chauvet, qui est à droite, là, il y a 32 000 ans, et ben, en même temps, vivaient côte à côte Néandertal et Cro-Magnon. Même humanité, échange de parures, de techniques et autres. Nous suivons aujourd'hui ce qu'a été l'expansion de notre espèce depuis l'Afrique grâce aux gènes et aux langues. Ça c'est extraordinaire, hein. Ça fait 20 ans qu'on fait cela. Les fossiles sont encore des repères extrêmement importants, mais là d'autres disciplines prennent le relais pour comprendre le succès de notre espèce. Donc voilà, imaginez que nous sommes il y a 50 000 ans. Nous sommes là, les Homo sapiens, Néandertal est là, Denisova est là, Solo, Flores, 4 ou 5 espèces d'hommes. Et nous allons sortir d'Afrique. Nous sommes en Afrique depuis 300 000 ans dans les fossiles. Mais après, donc, on voit cette expansion de notre espèce. Et là, c'est le commencement des embêtements dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Car, mesdames et messieurs, on est en train de s'apercevoir que l'expansion et le succès de notre espèce se payent à un prix exorbitant. Notre succès, mesdames, passe, et messieurs, par l'extinction des espèces les plus proches de nous, en termes de parenté et de complexité. Nous avons fait disparaître les autres hommes les plus proches de nous. Ce n'était pas volontaire, ce n'était pas un schéma, ce n'était pas un génocide, mais le bilan est là. Toutes les autres espèces ont disparu à partir du moment, humaines j'entends, nous avons entamé notre expansion. Nous arrivons en Australie, on élimine les grandes faunes. C'est le début de la désertification de l'Australie et ce n'est pas terminé aujourd'hui. Nous allons dans les Amériques, nous tuons les grandes faunes de mammifères. Et vous savez quoi? Comme ces mammifères, ça pète et ça rote, ça produit des gaz à effet de serre, ça produit une mini-glaciation. Donc dès cette époque-là, notre expansion
atteint la biodiversité, notamment des espèces les plus proches de nous, et notamment les autres hommes, et nous touchons déjà, par nos activités, à l'environnement. Ces études sont extrêmement récentes, et voilà effectivement le bilan auquel nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, nous exterminons les autres grands singes, et ça va même plus loin au sein de notre espèce, parce que nous éliminons aussi les autres cultures et les autres langues. Notre succès aujourd'hui devient une formidable entreprise de destruction dont nous n'avions pas conscience, dont nos ancêtres n'avaient pas confiance. Et voici le schéma que nous sommes en train de mettre en place. Les bactéries ont dominé le monde, elles continueront à dominer le monde. Des espèces plus complexes sont apparues. Et bien aujourd'hui, notre succès fait que nous éliminons les espèces les plus complexes par rapport à nous. Nous allons retourner à un monde qui existait il y a 500 millions d'années. Je vous rappelle, il faut vous préparer à ça. Dans 50 ans, si on continue, il n'y aurait plus de poissons. Il va falloir vous mettre à cuisiner les méduses. On y est. Hein. Non, non, attendez. Il y a un siècle, un champion de pêche, il pêchait un poisson d'1,50 m. Aujourd'hui, avec un poisson de 50 cm, vous êtes champion de l'année. Non, je plaisante pas, hein. Ça c'est un ami qui a fait un très beau travail là-dessus, ce livre, Une mer sans poisson. Et aujourd'hui, on est dans l'Anthropocène. Vous voyez comme on a changé. On avait raconté un récit comme quoi l'évolution allait vers le triomphe de l'homme sur la domination de la planète face à une nature hostile. Nous sommes en train de comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui s'appelle l'Anthropocène, qu'on peut faire commencer avec les agricultures, qu'on peut faire commencer avec la révolution industrielle, mais en tout cas, l'Anthropocène, c'est l'ère géologique dans laquelle nous sommes entrés depuis au moins 150 ans et qui est en train de changer l'environnement contre lequel il va falloir nous adaptions. Alors, voici cette évolution, et regardez l'évolution de la démographie. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Depuis le sommet de Rio de 1992, donc il y a 20 ans, la population mondiale a augmenté d'1 tiers. Nous sommes sur une pente absolument hallucinante de l'évolution démographique. Et vous voyez, il y a plus de 2 milliards d'hommes supplémentaires sur cette Terre en 20 ans depuis le sommet de la Terre, et on n'avance toujours pas, comme l'a dit Christophe Barbier tout à l'heure. On refuse de voir les échéances. Et c'est pour ça que je termine un livre actuellement qui, justement, dit ceci. Si de nos jours, Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss repartaient faire un grand voyage, ils seraient dans l'impossibilité d'observer les diversités naturelles et domestiques comme la diversité des cultures humaines qui ont permis de reconstituer le récit de l'évolution. Car, mesdames et messieurs, la théorie de l'évolution, ça ne vient pas des fossiles. Ça vient du fait qu'on a compris ce que signifiaient ces diversités, ces relations et ces différences entre les espèces que j'ai évoquées très rapidement. Et c'est grâce aux classifications qu'on a fini par comprendre que ça racontait une histoire et que les fossiles ont pris sens. Vous voyez comment on se trompe souvent. Et voici cette phrase terrible de Claude Lévi-Strauss d'une conférence magnifique à laquelle j'avais assisté. Ainsi, la seule chance offerte à l'humanité serait de reconnaître que, devenue sa propre victime, cette condition la met sur un pied d'égalité avec toutes les autres formes de vie qu'elle s'est employée et continue de s'employer à détruire. Ça, c'est du Lévi-Strauss pur et dur. Il va falloir qu'on prenne rapidement conscience de cela, car, une fois de plus, mesdames et messieurs, l'évolution, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas que le passé. Je vous ai montré notre grand récit. Et c'est là que la paléanthropologie est intéressante, parce qu'elle nous montre qu'effectivement, nous sommes sur ce processus qui amène à notre domination de la planète et qui comporte 2 paradoxes. Le premier, nous sommes dans une lignée de grands singes qui est en voie de disparition depuis 6 millions d'années. Le deuxième, on résiste en Afrique, mais à partir du moment où l'homme sort d'Afrique, ça c'est le deuxième paradoxe, il y a 2 millions d'années, une espèce d'homme sur 3 continents, et tous les autres plus proches de nous disparaissent, les australopithèques, etc. Et le troisième paradoxe, c'est une seule espèce, la nôtre, qui va éliminer toutes celles les plus proches de nous. Donc notre succès, c'est pas du moralisme, hein, c'est les faits, se payent donc à ce prix exorbitant. Et maintenant vous comprenez pourquoi il faut préserver la biodiversité. C'est ça qu'avait compris Darwin. Darwin déjà le dit en 1847, l'expansion du mode de vie occidental va éliminer les cultures humaines et va éliminer les biodiversités. Il le voit déjà. Claude Lévi-Strauss, trisotropique, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai rassemblé les deux. Et aujourd'hui, effectivement, les faits sont là. Or, pour quelles raisons, effectivement, nous nions ces faits? Pour quelles raisons nous donnons autant de crédit aux personnes qui contestent le réchauffement climatique? Pour quelles raisons nous donnons autant de crédit dans les médias, notamment, à ces personnes qui se disent la biodiversité, ça sert à rien? Il y a encore quelqu'un qui m'a dit, à quoi ça sert la biodiversité? Ben, je lui ai dit, si on n'avait pas, tu ne serais pas là, mon pauvre gars. Non mais c'est aberrant des bêtises pareilles. Même au CNRS,
quelqu'un qu'on connaît, que je ne citerai pas, disait « À quoi sert la biodiversité Elle n'est pas utile ». C'est pas parce que ça ne nous sert pas, ça ne va pas nous servir plus tard. C'est notre ignorance qui nous fait croire qu'effectivement ceci ne puisse être d'aucun usage pour l'avenir de notre planète. Et donc ce travail que j'entreprends depuis plusieurs années, c'est effectivement comment la paléanthropologie peut participer des débats de notre temps. Deuxièmement, comment notre compréhension du monde statique, progressiste ou évolutionniste nous amène à bien comprendre ces grands enjeux de société, notamment pour les entreprises et les profils, les grands profils que j'évoquais tout à l'heure des écologies entrepreneuriales, et comment aussi nous sommes confrontés à des obstacles majeurs sur des faits qui pourtant sont saillants depuis longtemps. Et donc vous voyez pourquoi la théorie de l'évolution, ce n'est pas une théorie qui nous parle du passé, c'est une théorie qui nous interpelle sur la manière de mieux comprendre le monde aujourd'hui, bien sûr celui d'hier, mais qui est un enjeu fondamental pour le monde de demain, à partir du moment où on est capable de se dire ces représentations qui sont l'apanage de nos cultures, eh bien je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser, je ne suis pas un positiviste, je ne suis pas un scientiste, mais en tout cas je rappelle que les sciences, c'est un mode de construction des savoirs auquel participent des hommes et des femmes du monde entier, de toute culture, de toute croyance ou de non-croyance. Et c'est en ce sens que la science est un discours universel et qu'il serait quand même intéressant de le retenir. Mais la science toute seule, sans mes amis philosophes, n'a peu rien non plus. Et je vous remercie.